Madame la Présidente, Madame la Première ministre, chers collègues, vous n'avez pas dans cet hémicycle l'assemblée que vous espériez. Votre formation politique et vos alliés ne forment plus qu'une majorité relative, très relative. Cette déroute d'un président de la République privé de majorité absolue n'est pas un accident de parcours. Elle est d'abord l'expression du rejet massif de la méthode de gouvernement qui a prévalu sous le précédent quinquennat. L'hypertrophie présidentielle a vécu. Le chef de l'État ne peut donc affirmer que les Français lui ont renouvelé leur confiance sur le fondement d'un projet clair et en lui donnant une légitimité claire. Il n'a pas de mandat pour imposer son agenda politique. L'heure n'est plus à l'exercice solitaire du pouvoir. L'heure n'est plus à l'arrogance et au mépris des revendications populaires. Elle n'est plus au passage en force, à l'humiliation du Parlement, au pouvoir exorbitant des cabinets de conseil qui considèrent les êtres humains comme des agrégats statistiques et comme des chiffres à gérer. La démocratie, enfin, retrouve des couleurs et vous allez devoir apprendre à écouter, à dialoguer, à respecter la représentation nationale et adopter une attitude constructive. Vous avez par ailleurs devant vous une assemblée divisée à l'image de notre pays que vous avez contribué à fracturer tout en faisant grandir la peste brune. Votre politique de défaisance sociale conduite avec acharnement à attiser la colère de nos concitoyens qui assistent à l'effondrement de notre système de santé, au dépeçage de notre système éducatif, au recul des services publics, à la dégradation de l'environnement et de leurs conditions de vie. À présent, il ploie sous la hausse de l'inflation tirée par les prix de l'énergie et des matières premières. Vous répondez comment à leurs difficultés? En multipliant les rustines, en accumulant les petits chèques et des mesures d'urgence inefficaces et sans lendemain. Comment pourrait-il en être autrement quand le chef de l'État a fixé pour ligne rouge de n'augmenter ni les impôts ni la dette, condamna votre gouvernement à l'immobilisme dès l'entame du quinquennat? Vous n'avez les mains libres que pour reprendre d'une main ce que vous donnez de l'autre, pour opérer des coupes sombres dans les dépenses publiques et pour détricoter notre système de protection sociale et de retraite. Nous n'acceptons pas cette politique du pire qui conjugue injustice sociale, précarité, inaction climatique, recul des services publics. Nous récusons l'arbitraire de ces fameuses lignes rouges. Nous avons une exigence, revoir de fond en comble notre système fiscal pour garantir une meilleure répartition des richesses et de la valeur, réduire les écarts de revenus, pénaliser la rente financière, améliorer significativement le niveau de vie de l'immense majorité de nos concitoyens, mettre en œuvre ce que préconisait l'abbé Pierre, le contraire de la misère, ce n'est pas la richesse, le contraire de la misère, c'est le partage. Nous devons aussi remettre en cause les règles budgétaires européennes pour recréer un État qui planifie et investit dans la transition écologique, dans notre système éducatif sacrifié, dans la restauration de notre système de soins, dont l'extrême dégradation tétanise notre peuple à l'aube de cet été que tous les professionnels de santé prédisent comme dramatique en raison du manque de personnel. L'autre urgence est de revaloriser de manière significative et pérenne les salaires, les pensions et les minima sociaux, mais aussi de bloquer le prix des loyers, des carburants, de l'énergie. De telles mesures répondent non seulement à une attente de nos concitoyens, mais à une nécessité économique, l'enjeu de favoriser l'accès de tous à une alimentation et à des biens plus durables et de meilleure qualité. L'urgence est enfin en matière internationale, de promouvoir la paix. Cela passe en Europe par la résolution des causes profondes du conflit ukrainien. Nous ne créerons pas les conditions d'une sécurité civile collective européenne sans remettre en cause la manière dont celle-ci a été construite, sans œuvrer au désarmement, sans nous appuyer sur l'ONU et le respect du droit international. La même exigence
La même exigence vaut pour le Proche et le Moyen-Orient et le conflit israélo-palestinien. Nous le dirons jamais assez, la France doit jouer un rôle moteur au plan diplomatique pour récuser les 2 poids, 2 mesures et œuvrer en toute souveraineté à la coopération solidaire des nations et des peuples. Il ne nous a pas échappé par ailleurs que le groupe que j'ai l'honneur de présider est celui qui accueille en son sein le plus grand nombre de parlementaires d'outre-mer. Des parlementaires décidés à faire entendre leur voix, une voix singulière qu'il va vous falloir là aussi apprendre à écouter et respecter. Sur ces territoires, la situation est gravissime. Se nourrir, se loger, se soigner, se déplacer, tout était déjà plus cher avant la crise. Désormais, les surcoûts explosent. Aux monopoles et duopoles qui résistent aux lourdes amendes s'ajoute le fret maritime dont les tarifs ne semblent plus avoir de limite. Aucun secteur n'est épargné. Les prix des matières premières flambent, les consommateurs trinquent, souvent cités comme un exemple à suivre. Le bouclier qualité-prix de la Réunion, qui limite les prix des produits de première nécessité, est lui-même menacé, puisque des industriels locaux en demandent la révision. Davantage encore que dans les autres territoires oubliés de la République, nombreux sont nos citoyens d'outre-mer qui survivent sous le seuil de pauvreté. L'inflation amplifiera ses ravages si des mesures fortes ne sont pas prises sans plus attendre. La revalorisation du coefficient géographique est devenue une urgence et ne peut plus à nouveau être reportée. Dans ce contexte, le développement des circuits courts et l'objectif d'autonomie alimentaire sont partout préconisés, mais aussi entravés. Bien des terres antillaises sont polluées pour des siècles par ce scandale d'État de l'utilisation massive de la chlordécone. Tandis que le statut du foncier en Guyane a interdit tout développement d'initiatives locales. Connaissez-vous un autre territoire de la République où 95% du foncier relève du patrimoine de l'État, où un agriculteur, un industriel, un maire est confronté à un foncier abondant mais rendu rare et cher par cet anachronisme juridico-politique? Ces territoires ne doivent plus être placés à la périphérie. C'est pourquoi nous continuerons à porter aussi la voix du peuple polynésien, meurtri par les conséquences des essais nucléaires français. Je souhaite ici tordre le cou à un réflexe tenace identifiant les Outre-mer à une litanie de difficultés. Non seulement ces territoires paient au prix fort des politiques publiques souvent inadaptées, mais ils sont également au cœur des nouveaux enjeux planétaires. Dans ce 21e siècle à vocation maritime, la France peut se targuer d'être la 2e puissance maritime mondiale. Longtemps négligée, cette dimension maritime est devenue centrale, comme l'a montré le récent sommet mondial pour l'océan à Lisbonne. De même, en ce qui concerne l'enjeu vital de la préservation de la biodiversité, la France tire sa force des Outre-mer, qui représentent 84% de la biodiversité française, plus importante que celle de toute l'Europe continentale. Mais comment prendrez-vous mieux en compte ces difficultés réelles et ces promesses tout aussi réelles avec le retour d'une configuration que nous avions connue lorsque le ministère des Outre-mer, placé sous tutelle de l'Intérieur, avait vu fondre ses effectifs? Madame la Première ministre, votre refus de soumettre vos déclarations de politique générale au vote de la représentation nationale traduit le décalage de votre feuille de route avec les attentes du pays. Vous considérez ainsi que votre gouvernement ne tire pas sa légitimité de l'Assemblée nationale, mais encore et toujours du chef de l'État. Cela ne présage rien de bon pour l'avenir de notre pays. Et c'est pourquoi nous prendrons pour notre part toutes nos responsabilités en faisant du commun au sein de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, mais aussi comme groupe indépendant, force de proposition qui a la culture du débat démocratique. Je reprendrai pour terminer des mots d'Aimé Césaire. Dans le combat de l'ombre et de la lumière, dans la lutte entre l'espoir et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur, nous sommes du côté de l'espérance. Mais comme Aimé Césaire le disait si bien, du côté d'une espérance conquise, lucide, hors de toute naïveté. Oui, hors de toute naïveté. Aussi, la question à laquelle nous devons répondre aujourd'hui est d'abord de savoir quel chemin d'espérance est ouvert par vos propos
Nous jugerons sur pièce, mais nous ne pouvons qu'en douter, tant la servitude mercantile qui étouffe notre République va étouffer votre gouvernement, comme le disait Jacques Landon, qui parlait du talon de fer. En ce qui nous concerne, face au renoncement, comme aux moindres avancées, nous n'aurons qu'une boussole, celle de l'intérêt du peuple, du peuple de France, de ce peuple qui attend des réponses à la hauteur de sa colère. Merci. La parole est au président Pancher pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires.